Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau podcast Le Bon MJ dans lequel je vais vous proposer 8 trucs pour le bac à sable qui ne sont pas plus ou moins importants les uns que les autres et qui sont pas tous des trucs techniques. C'est pour ça que c'est juste 8 trucs. Littéralement, c'est pas 8 trucs pour faire X ou pour faire Y. C'est 8 choses que j'avais envie de vous partager sur le bac à sable. Donc le but de la vidéo, c'est de dépeindre des concepts et des astuces un peu conceptuelles. Et à terme, j'espère faire des ateliers JDR peut-être assez copieux et cohérents entre eux pour essayer d'établir une sorte de méthode pour approcher le bac à sable. Chacun va faire comme il veut pour approcher le bac à sable et moi-même, mon truc va évoluer, hein, mais j'ai envie que vous puissiez à un moment donné peut-être avoir des étapes à suivre, une sorte de plan que vous pourrez tordre à votre manière à terme pour ceux qui savent pas par quel bout prendre la chose, prioriser les choses. Moi, je vous donnerai à ce moment-là comment moi je prioriserai les choses et comment je m'y prendrai. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo que je pense que je vais me laisser un certain temps pour y réfléchir. Là, j'ai juste envie de vous lâcher quelques concepts. Donc, on est parti tout de suite. Je vais commencer par 3 concepts pour les joueurs, pour une fois. Hein. Des trucs pour aider les joueurs pour le bac à sable. Donc, le premier, c'est de venir dans un esprit d'exploration. Et ce que j'entends par là, c'est d'exploration dans le sens où il va falloir être curieux et il va falloir être proactif. En fait, j'ai l'impression, dans beaucoup de parties, qu'il y a des gens qui attendent qu'on leur donne l'autorisation de faire quelque chose, qui attendent qu'on les pousse, qu'il y a un événement déclencheur, qu'on leur amène le truc qui est censé parfaitement fitter la motivation de leur personnage et que du coup, c'est un signal du MJ qui dit « Ah, c'est ça le truc que j'ai prévu pour toi, vas-y, tout ça ». Et donc, ce qu'il va falloir, je pense qu'il faut un peu changer d'état d'esprit quand on se dit on va essayer de jouer un bac à sable. Et c'est pour ça que ça nécessite une question en amont, à quel point c'est bac à sable, pourquoi on est là. Hein. Je réinvente pas l'eau chaude, il y a plein de vidéos sur la session 0, sur comment expliquer aux joueurs ce que vous voulez faire, ou décider même de comment on va faire les choses. Bref, on en a déjà parlé en long et en large. Moi, un truc que je trouve important, c'est de venir avec un esprit d'explorateur. Et j'ai envie de dire que c'est pour certains, pas pour tous, ça dépend comment on leur a vendu et tout, mais pour beaucoup de gens qui découvrent le jeu de rôle et qui commencent le jeu de rôle, à l'origine, ils venaient pour ça. Peut-être que je fais d'une généralité une observation que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des joueurs débutants avec qui j'ai pu jouer, ou moi-même quand j'étais débutant, ou mes joueurs la première fois qu'ils sont venus à mettre le pied à l'étrier avec le jeu de rôle, qui en fait s'attendaient au bac à sable. C'était l'attendu en fait. Et à ce moment-là, l'attendu, c'était on va être un peu dans un monde où on va pouvoir faire ce qu'on veut avec ses avantages, ses désavantages, surtout quand vous êtes plus jeune et que vous faites ça, parce que du coup ça fait un peu n'importe quoi, mais plus sur le tard, quand on cadre un peu mieux ce que ça veut dire, on va faire ce qu'on veut, pourquoi on est là, je pense que ça a de très bons résultats. Et qu'aujourd'hui c'est moins le cas parce que les gens voient le jeu de rôle via l'actual play qui souvent est un peu plus scénarisé, etc., le découvre plus comme ça, quelques exceptions d'actual play près, donc ça change un peu l'attendu qu'on a de la partie, on vient peut-être plus pour une histoire maintenant, dans laquelle on va avoir un rôle interprétatif, mais j'ai l'impression que en dehors de ça, il y a beaucoup de gens en fait qui à la base viennent pour explorer un monde et se dire qu'ils vont pouvoir faire à peu près ce qu'ils veulent et que le MJ ça va être entre guillemets une interface avec ce monde. Et je pense que ces gens-là, même si c'est pas le cas de tout le monde et que mon impression est fausse, je pense que les gens qui viennent pour ça, ils vont adorer le bac à sable. Mais ce réflexe et cette envie un petit peu, cet esprit d'exploration et de proactivité, à force d'avoir des expériences plus narrative, un peu plus drivée, on peut le perdre. Par exemple, moi, il y a des bacs à sable que j'ai lancés où j'avais encore l'impression que les joueurs, ils mordaient pas à pleines dents dans leur liberté, quoi. Ils attendaient un peu qu'on leur donne l'autorisation de repérer ce que c'était, ce qu'ils sont censés faire dans l'histoire, comme si en fait ils attendaient que le MJ leur montre ce qu'il attend d'eux. Alors que pour moi, un des partis pris que je prends dans ma manière de pratiquer le bac à sable, c'est que j'attends finalement assez peu de choses de mes PJ, à part en fait justement cette envie d'explorer et d'être proactif. Donc en fait, voilà, si vous allez si quelqu'un vous promet une campagne bac à sable, eh ben demandez-lui un petit peu ce qu'il attend et dans un premier temps, parce qu'il y a quand même à minima des trucs. C'est-à-dire que si on joue pour du jeu d'aventure, peut-être qu'il va dire voilà, moi vous pouvez faire ce que vous voulez tant que vous êtes des aventuriers, ou moi vous pouvez faire ce que vous voulez tant que vous êtes des enquêteurs, parce que le but c'est de jouer un bac à sable où on est un cabinet d'enquêteurs qui résolvent des problèmes dans une ville. Ou moi, mon but, c'est que vous soyez des explorateurs spatiaux, donc on continuera pas la campagne, par exemple, si vous décidez de faire autre chose. On peut se poser quand même quelques limites, délimiter le truc. Par contre, en dehors de ces quelques critères, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, je pense que en tant que joueur, au-delà de ça, on peut, se retirer de l'esprit qu'on est là pour découvrir l'histoire prévue par le MJ, dans le cadre du bac à sable. Si on est dans une campagne où le MJ il a dit, j'ai un scénar,
On va jouer tel scénario d'enquête de Cthulhu, on va jouer telle campagne, on va faire quelque chose qui est moins bac à sable, parce qu'il y a aussi des degrés, en fait, j'ai envie de dire. Moi, là, je vous parle de tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est ma pratique, mais évidemment, voilà, ça se pondère. Mais moi, ce que j'attendrais, parce que là, je tourne autour du pot et j'ai envie qu'on avance, moi, ce que j'attendrais, c'est voilà, cet esprit d'exploration, pas attendre l'autorisation pour faire des trucs. L'autorisation, il faut plus, là où vous allez devoir faire un peu plus d'attention dans un bac à sable, c'est aux envies des autres joueurs, en fait, parce que il va falloir quand même fonctionner en groupe. Mais ça, c'est pareil dans tous les jeux de rôle. Donc, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Je pense que, comme dans tous les jeux de rôle, si un joueur, en fait, il peut toujours faire le contraire de ce que le groupe veut faire, c'est pas super pratique, on va dire. C'est pas forcément l'esprit qu'on recherche dans une partie de jeu de rôle. Et par contre, dans le cadre du bac à sable, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai moins d'attentes sur le fait que les PJ ils mordent à une accroche spécifique, ou qu'ils fassent une mission spécifique, ou qu'ils aillent parler à un PNJ spécifique dans ce que j'ai préparé, quoi. J'attends de mes joueurs qu'ils attendent plus l'autorisation de faire quelque chose et qu'ils se disent que j'attends rien de spécifique d'eux. C'est un peu, voilà, je pense que j'ai un peu bouclé. Pas avoir peur de prendre des décisions, sortir de l'attente de l'aventure, l'attente de l'événement, et aller à l'aventure, aller vers les choses. Donc le deuxième truc, pour les joueurs, c'est les motivations de personnages. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire « Mais attends, comment je vais faire pour avoir des motivations de personnages qui ont besoin en fait de jouer la cohérence de leur personnage ?» Et donc, je peux tout à fait comprendre que, pareil, il y ait plus ou moins de besoins en fonction des joueurs. Pour ça, j'ai déjà fait une assez longue vidéo là-dessus sur le développement narratif des personnages, des intrigues personnelles et tout. Un précédent podcast. Et là, je vais essayer de donner un truc un peu plus technique, peut-être, justement pour ceux qui ont besoin de ces motivations et tout. Je pense qu'il y a 3 niveaux de motivation qui peuvent être assez intéressants. Ça reste très conceptuel, c'est pas un cahier des charges, mais je vais vous le proposer. Donc, premier niveau, les 3 niveaux, je vais tout de suite vous dire, c'est la motivation immédiate du personnage au début de l'aventure, son aspiration actuelle et son aspiration profonde. Sachant que tout ça, évidemment, est amovible et il faut surtout pas le prendre comme un cahier des charges, encore plus dans un bac à sable où le MJ va pas nécessairement avoir prévu une histoire parfaitement faite pour vos motivations. C'est plutôt pour vous, en fait, pour avoir continué de vouloir... ces motivations, elles sont plutôt là pour continuer à nourrir, justement, l'envie de faire quelque chose de votre personnage, tout simplement. Et justifier ses actes à X ou Y moment, et voilà, essayer quand même d'avoir un personnage consistant, que le personnage soit pas seulement... Et c'est pas grave, parce que je pense que ça peut aussi venir organiquement pour certains joueurs, mais pour ceux pour qui c'est plus difficile que ça vienne organiquement, créer un personnage qui soit pas seulement un avatar de vous dans un univers autre, que vous mettiez entre guillemets quelques petites contraintes, mais qui vous donnent de la souplesse. Donc ces 3 niveaux, c'est motivation immédiate, aspiration actuelle, aspiration profonde. Donc motivation immédiate pour moi, c'est donner quelque chose à faire tout de suite à votre personnage. C'est le plus difficile à faire coller au groupe, je trouve, en fait, finalement, parce que en général, c'est un objectif très très précis et court terme. Ça peut être trouver un objet, trouver quelqu'un, éliminer quelqu'un, etc. Sauver quelqu'un, toutes sortes de choses. Donc c'est en fait l'action immédiate que votre personnage a envie d'entreprendre au début de l'aventure. Donc en fait, ça, vous n'êtes pas en soi obligé de l'avoir, encore une fois, je le répète. Mais c'est pas, ça peut vous aider à interpréter votre personnage au début. C'est ça que j'essaie de dire. Ça donne tout de suite du grain à moudre aux joueurs et aussi au MJ potentiellement, parce que j'aurais tendance à dire que si le joueur a envie de faire quelque chose immédiatement, le MJ peut avoir envie aussi d'insérer tout de suite cet élément dans l'univers. C'est-à-dire que si vous arrivez, vous dites au MJ, moi mon personnage c'est un chercheur de trésors et il cherche ce trésor spécifiquement dont il a entendu parler, bah le MJ va pouvoir créer ce trésor, l'ajouter à l'univers, et donc potentiellement vous allez pouvoir le trouver. Peut-être que ce ne sera pas exactement le trésor que vous recherchez à trouver, etc. Mais le MJ il va pouvoir peut-être mettre quelque chose au bout de cette quête personnelle que vous décidez d'avoir dès le départ. Une chose, c'est que vous n'êtes pas obligé d'en faire une priorité. C'est pas parce que c'est votre motivation immédiate que c'est votre priorité. C'est-à-dire que dès le début de l'aventure, peut-être qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se passer et que vous allez revoir vos priorités. Donc, faut pas rester attaché, vouloir absolument faire ce truc-là. Le but, c'est pas de créer un personnage qui est complètement obsessionnel sur un seul truc. Au contraire, avec ces 3 niveaux, je pense qu'on va pouvoir créer des mélanges intéressants, plutôt des pistes sur lesquelles se reposer plutôt que de se contraindre et avoir à chaque fois des raisons de juste pas faire ce que les autres membres du groupe ont envie de faire parce que on veut que faire l'objectif de notre personnage. Mais voilà, avoir un truc immédiat, ça peut aider à tout de suite interagir avec le monde
dès le début, notamment en cours de campagne. Par exemple, si votre personnage est mort et que vous devez en mettre un autre, avoir la raison pour laquelle votre personnage se trouve à l'endroit où les PJ vont le rencontrer, là, quand on va réintroduire ce nouveau personnage, ça peut être pas mal, parce que du coup, évidemment, les autres PJ vont demander à votre personnage qu'est-ce que vous faites ici, qu'est-ce qui vous est arrivé, enfin, ils vont lui poser des questions, et vous aurez une réponse dans l'immédiat de pourquoi votre personnage il est là à ce moment-là et tout, et qu'est-ce qu'il aspire à faire dans l'immédiat. Ensuite, il y a l'aspiration actuelle. Donc, l'aspiration, moi, je le vois plus grand que l'objectif simple, trouver tel truc, trouver machin, éliminer truc, sauver machin, un truc très matériel, en fait. L'aspiration, pour moi, c'est plus vaste. C'est par exemple la vengeance, la richesse, avoir une terre qui m'appartienne, fonder une famille, trouver ma place dans le monde, la gloire, etc., etc. C'est ou bien être honorable envers telle faction, etc. En gros, c'est votre objectif immédiat. Probablement qu'en fait, c'est une des étapes pour votre aspiration actuelle. C'est-à-dire que si vous voulez tuer quelqu'un, peut-être que le but derrière, c'est de vous venger de cette personne. Et que si, par exemple, vous veniez à tuer cette personne, dans le cadre du jeu de rôle, évidemment, attention, je sais pas si ces phrases sur YouTube pourraient être mal interprétées. Si voilà, vous avez éliminé cette personne mais que vous vous rendez compte qu'en fait ce n'était qu'un lieutenant, votre aspiration continue, votre aspiration de vengeance, vous voulez éliminer son donneur d'ordre, peut-être. Peut-être que lui, finalement, ce n'était qu'un exécutant. Si vous voulez récupérer un trésor, c'est peut-être pour obtenir des richesses, pour un autre objectif plus grand, etc., etc. Donc ça, c'est votre aspiration, c'est ce qui vous drive à faire à chaque étape X ou Y. Et l'aspiration profonde, le troisième niveau, je dirais, c'est à peu près comme l'aspiration naturelle, mais c'est l'aspiration que votre personnage n'a pas forcément identifiée, sur laquelle vous restez plus souple, et ce qui va vous permettre justement de jouer un peu plus sur l'évolution de l'aspiration de votre personnage. Par exemple, peut-être qu'il aspire à la vengeance pour obtenir la paix. Peut-être qu'il aspire à la richesse parce qu'il veut du pouvoir. Peut-être qu'il aspire à avoir des terres pour finalement satisfaire la mémoire de quelqu'un qui lui a dit il faut que tu fondes une famille ou que tu aies ta propre terre, mon enfant, je sais pas quoi. Ou peut-être que la gloire qu'il essaie d'obtenir, c'est parce qu'il recherche la reconnaissance des autres. En gros, c'est prendre votre aspiration et à la fois la diluer, mais en même temps la rendre plus profonde. Ce qui fait que ça va vous permettre aussi de faire des virages, en fait, des coups de volant et de pouvoir vous adapter au fur et à mesure que le bac à sable avance. Parce que si votre personnage, tout ce qu'il voulait, c'était sa vengeance, ou tout ce qu'il voulait, c'était devenir riche, le jour où il est riche, est-ce qu'il y a encore quelque chose à jouer avec ce personnage ? Bah oui, parce qu'une fois qu'on est riche, peut-être qu'on réalise que la richesse ne fait pas tout, et que ce qu'on cherchait finalement, c'était de trouver sa place dans le monde ou un sens à sa vie, et qu'une fois qu'on a obtenu la richesse, on se rend compte que ça ne nous a pas du tout apporté le sens qu'on cherchait, il va nous falloir autre chose derrière. Et vous voyez, en posant ces petits trucs, qui sont, encore une fois, juste des guidelines, absolument pas un cahier des charges, puisque, a priori, vous avez pas donné ça à votre MJ pour qu'il crée un scénario adapté. C'est vous qui vous êtes créé une sorte de support sur lequel vous reposez pour vous aider à prendre des décisions au début du jeu, et en fait, de manière organique, avec tout ce qui va se passer, vos aspirations vont évoluer, vos objectifs immédiats vont évoluer et tout, et vous avez plus besoin de vous poser la question après, mais ça, au moins, ça vous donne un petit truc pour démarrer, quoi. C'est peut-être même déjà trop. Pour certains joueurs, c'est trop. En fait, si je dis ça, c'est absolument pas pour que, justement, vous disiez que c'est obligatoire pour faire du bac à sable. Encore une fois, je ne suis absolument pas absolu. Je pense que vous l'avez capté si vous suivez la chaîne depuis un moment. Mais je pense que voilà, ça peut être un outil pour ceux qui ont besoin d'avoir un personnage qui a un peu plus de chair au départ. Troisième truc pour les joueurs, c'est le concept de récit choral et camaraderie. Donc j'aurais pu en faire deux trucs, en réalité. Je pense que c'est des trucs qui vont être assez libérateurs pour vous en tant que joueur, et aussi pour le MJ dans le cadre du bac à sable. En fait, c'est une sorte de reframing, c'est-à-dire faire un pas de côté par rapport à ce qu'on connaît, par exemple la dramaturgie classique, et pas mal de manières dont on conceptualise les histoires et les scénarios. Ça permet peut-être de faire un petit pas de côté et de voir... C'est un concept qui va vous aider peut-être à mieux comprendre ce qui pourrait se passer dans un bac à sable, encore une fois, comme moi je l'envisage. Vous allez peut-être faire quelque chose différemment. Donc, pour moi, on s'écarte dans le bac à sable de la fondation d'une histoire, du fait d'essayer de créer un décor, des personnages et une fondation scénaristique pour une histoire avec des personnages principaux qu'ont créé nos joueurs. On sort de ce modèle-là, en fait, où on le prend par un autre bout. On est plutôt, en fait, ici, pour moi, la fondation, ça va être un monde, en fait, avec des protagonistes qui l'expérimentent, mais n'en sont pas le centre.
Donc on peut avoir des morts plus facilement dans ce genre d'histoire. On peut aussi avoir des personnages qui quittent le groupe, des gens qui quittent la campagne, et ça ne met pas en péril en soi la campagne, je pense. En fait, d'une certaine manière, on crée une campagne un peu plus indestructible, puisqu'elle dépend moins des personnages et moins des joueurs. Et j'entends bien par là que, évidemment, qu'elle dépend des personnages, parce que sinon, il n'y a pas de protagoniste, et qu'elle dépend des joueurs, parce que sinon, le MJ, il est tout seul, donc il se passe absolument rien. Et elle ne dépend pas de personnages spécifiques ou de joueurs spécifiques. C'est plutôt ça le truc, qui la rend entre guillemets indestructible. Et je pense que pour qu'on fasse ça, il faut avoir à l'esprit ce côté récit choral et camaraderie. Donc qu'est-ce que j'entends par récit choral ? Les récits chorales, c'est dans la littérature, alors peut-être que je me trompe sur la définition exacte, mais moi je le vois comme une histoire qu'on va voir sous différents points de vue. Du coup on a une multitude de personnages, plus ou moins principaux d'ailleurs, qui vont nous raconter cette histoire, entre guillemets. Par exemple, à chaque chapitre, on change de personnage. C'est ce qu'on a dans les bouquins Game of Thrones. Vous allez voir que Game of Thrones, ça va être un peu un bon exemple de tout ça. Des fois, il y a un chapitre, c'est un personnage qu'on considérait comme secondaire jusqu'à maintenant, qui va nous le raconter, et si ça tombe, il n'y aura plus aucun autre chapitre avec ce personnage par la suite. Après, évidemment, on a des personnages qui reviennent souvent. Par exemple, dans Game of Thrones, il y a souvent des chapitres où c'est Arya, des chapitres où c'est Jon Snow, des chapitres où c'est machin, ou ces trucs. Donc c'est des personnages un peu plus importants. Mais aucun d'entre eux n'est le personnage principal. Ils fonctionnent pas forcément en groupe. Et l'histoire ne dépend pas du fait que ces personnages existent. En fait, l'histoire, elle est plus globale que les personnages. On peut avoir un personnage qui est au cœur d'une saison dans Game of Thrones et qui meurt, et ensuite l'histoire continue avec quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a... Si vous n'avez pas vu Game of Thrones, vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez sauter de 10 minutes parce qu'on va beaucoup en parler là. Mais voilà, moi je pense qu'il y a date de péremption, donc là je vais vous spoiler Game of Thrones si vous l'avez toujours pas vu. Mais genre, il y a quand même des moments, genre Ned Stark, il est hyper important dans la saison 1 de Game of Thrones, et à la fin de cette saison, je pense que c'est un secret pour personne, on ne le reverra plus. On a aussi les noces pourpres. On a ce genre d'événements qui rebattent complètement les cartes et qui changent complètement notre perspective de qui était important en fait dans cette histoire jusqu'à maintenant. Et en fait, pour moi, dans le bac à sable, c'est pas mal de venir avec cet esprit-là. C'est de se dire, en fait, on est là pour jouer peut-être plusieurs personnages, plusieurs perspectives, et à la fin, on racontera une histoire globale qui ne sera pas celle de nos personnages, et qui n'était pas déterminée à l'avance. Mais ça, on y vient après. Donc, cet esprit-là, je le trouve intéressant, parce que ça permet à un joueur qui trouve que son personnage doit arrêter l'aventure, par exemple, pour des raisons diégétiques, c'est-à-dire il trouve que son personnage ne peut plus rester avec le groupe, ou IRL, parce que le joueur doit quitter la campagne, ça permet de ne pas arrêter l'aventure. On peut changer de personnage et on continue et on s'en fout. Ce nouveau personnage, il va nous amener quelque chose de nouveau dans la campagne et on va kiffer voir ça, quoi. Toutes les attentes de la campagne ne reposent pas sur des personnages principaux, initiaux. Ça permet évidemment aussi de mieux accepter la mortalité du personnage, même si on va avoir des émotions fortes et que des fois ça va nous obliger peut-être à faire un break et tout, si vraiment on est déchiré par la disparition d'un personnage et tout, peut-être qu'on va le vivre comme une injustice sur le moment, etc., etc. Mais ça faisait partie du deal de départ. Dès le début, on s'était mis d'accord là-dessus, ça va être un récit choral. Donc ça permet de quand même mieux accepter le moment venu, ce truc-là, je pense. Et puis surtout, ça va pas. On sait aussi qu'en soi, si on a envie de prendre des risques et de faire des folies, ça va pas casser le truc. Et pareil, le MJ, de ce côté-là, ça le libère du fait de vraiment mettre en danger les personnages. En tout cas, à partir du moment où on décidait de se mettre en danger, de vraiment être complètement fair, de pas avoir à pondérer pour sauver les personnages, etc. A priori, parce que sa campagne ne sera pas cassée si un personnage meurt. En cas de team party kill, quand tout le groupe meurt même, bon, encore une fois, c'est pas des moments faciles en jeu de rôle, mais on peut trouver l'occasion d'aller voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Ça met pas fin à la campagne, ou en tout cas, ça favorise l'option, on peut continuer ce truc sous un angle complètement différent, plutôt que de recommencer une toute autre campagne. Là, en fait, le monde, il est indépendant de ces personnages qu'on joue, et donc on pourrait même partir sur un reset complet du groupe, et en soi continuer la campagne en ayant vraiment l'impression qu'on continue la même chose, je trouve. S'il y a bien un personnage qui est constant, ici, c'est le monde qui change en permanence au gré de l'écoulement du temps et de la campagne, des actions des PJ qui l'impactent, mais qui est toujours là. Et un truc qui peut vous amener à réfléchir, qui n'est pas directement lié au jeu de rôle, donc attention à prendre avec des pincettes, parce qu'à chaque fois le comparatif, je l'ai déjà fait avec Game of Thrones là par exemple, le comparatif avec la littérature ou avec le cinéma et tout, certes il y a des trucs qu'on peut comparer, qui nous permettent de regarder les choses sous un certain angle, mais ça reste quand même des médias très différents, je pense. Mais un point de comparaison, ça reste une vidéo que je mettrai dans la description, si j'ai oublié, rappelez-le moi, c'est la vidéo « Pourquoi Game of Thrones nous a déçus ?»
où donc du Tropper, c'est une chaîne YouTube, où en fait il y a la distinction qui est faite entre la narration psychologique et la narration sociologique. Donc la narration psychologique, je vous le fais en gros et vous irez voir la vidéo si vous avez envie de pousser plus loin. La narration psychologique, grosso modo, c'est ce qu'on connaît le mieux, qui inspire beaucoup Hollywood, qui inspire beaucoup de récits en fait character-centered, où en fait le centre de l'histoire c'est un individu et on questionne son compas moral, etc., etc. Et donc c'est des histoires en fait auxquelles qu'on aime beaucoup parce qu'on s'y identifie facilement, parce que nous-mêmes dans notre vie, évidemment, on ne voit l'histoire que par le prisme de notre individualité en fait. Donc c'est très facile de se reconnaître dans ce genre de récit, mais c'est aussi très facile dans ce genre de récit de ne se concentrer finalement que sur une vision, etc. Et en fait, la différence avec la narration sociologique, en fait, la narration sociologique qu'on a dans Game of Thrones au début, mais qu'on perd vers la fin, parce que vers la fin de Game of Thrones, beaucoup de gens ont été déçus parce qu'on retombe dans des sortes de trucs dramaturgiques, de codes du scénario beaucoup plus classiques qui correspondent pas vraiment à ce qu'on avait au début de Game of Thrones. D'un seul coup, on a envie qu'il y ait le plot twist de tel personnage, qu'il y ait la résolution de X, le machin de Y, et c'est pas du tout amené de manière organique par rapport au début, parce que le début de Game of Thrones, c'était de la narration sociologique. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas de personnages principaux. Enfin si, il y avait des personnages qu'on suivait, des protagonistes, mais on racontait le monde de Game of Thrones en fait, au début de Game of Thrones. On racontait pas le destin de 4-5 personnages principaux. Je sais pas si vous voyez la différence. Dans Game of Thrones, on montrait un monde, ses codes, ça faisait une narration assez lente finalement, et en fait on était intéressé par l'intrigue globale, on voulait voir tout ce qui allait se passer dans cet univers, pas seulement ce qui allait se passer pour ce super-héros, ce cow-boy, cet enquêteur, ce machin, ce truc. On nous montrait un monde et on suivait tout ce monde et tout ce qui s'y passait. Et je pense que c'est assez comparable à ce que j'essaye d'expliquer pour le bac à sable, en tout cas moi la manière dont je le vois. Donc je vous laisse aller vous faire votre propre avis sur la vidéo. Encore une fois, ça parle pas de cinéma pour le coup, mais quasiment, hein, vu les moyens employés, mais on parle de série, pas de jeu de rôle, donc tout n'est pas réplicable, etc. Mais je trouve que voilà, c'est une bonne comparaison. Et la seule chose qui est différente, c'est que dans un jeu de rôle, contrairement à Game of Thrones, vous allez me dire, le groupe, il reste ensemble bien souvent. Alors que dans Game of Thrones, on suit l'histoire du monde, parce qu'on suit des personnages qui sont à des continents opposés et tout, et ça en jeu de rôle, c'est déjà pas toujours facile à exécuter, et surtout pas forcément ce qui nous intéresse. Parce qu'on n'a pas nécessairement envie de faire du roleplay que avec un ou deux personnages et d'avoir, enfin comment dire, un groupe coupé en deux pendant 50 séances et tout. Moi j'ai déjà expérimenté, je pense qu'il y a des trucs à faire et tout. Mais ça correspond pas à tout ce qu'on voudrait faire en général. C'est pas vraiment un attendu. En général, on s'attend à suivre un groupe. Et c'est là que la camaraderie, comme véritable concept de la proposition et de la fondation de la campagne bac à sable qu'on va faire, c'est un concept important. Je pense, donc c'est la limite du récit choral. Un jeu de rôle nécessite que les joueurs restent ensemble la plupart du temps, sauf proposition très particulière. Et du coup, on peut expérimenter des petites séparations, mais la plupart du temps, on veut que les personnages restent ensemble. En particulier, d'ailleurs, dans Shadow Dark, qui reste un jeu d'aventure avec des personnages qui sont censés être complémentaires pour résoudre des challenges, etc. Du coup, dans ce genre de truc, mais d'ailleurs, ça s'applique pas qu'au bac à sable, ce que je suis en train de raconter. Mais du coup, un personnage qui ne vit que pour son objectif propre, et qui a un point de vue complètement différent des autres personnages et qui du coup a pas vraiment de raison de rester dans le groupe, aura peu de chances d'être satisfaisant dans ce genre de partie en fait. D'où les recommandations susmentionnées sur les motivations là, qui pourraient vous aider à créer un groupe cohérent, au moins pour vous lancer. Mais voilà, on va pas, contrairement à Game of Thrones, on va pas suivre Daenerys sur un continent, Jon Snow au d'un autre et Port-Royal à l'autre bout du monde. C'est pas ça le but. En fait, le récit choral, c'est plutôt une philosophie et un filet de sécurité. Ça n'est pas la solution en soi. Si vous voulez que le groupe reste ensemble, en fait, ça va faire partie du job de joueur, je pense, plus que de MJ pour une fois, d'être bien responsable en fait de réfléchir à pourquoi vous voulez rester dans le groupe, mettre à jour potentiellement les motivations de votre personnage pour qu'il ait des raisons de rester dans le groupe, plutôt que ce soit toujours le MJ qui soit censé recoller les morceaux là pour vous trouver à votre place, à vous, à la place du joueur. Ouais, en fait, vous allez rester ensemble parce que allez, je vous mets tous en prison. Maintenant, vous commencez à vous séparer. Vite, je crée un PNJ. Non. Vous êtes responsable, je pense, en tant que joueur, de trouver les raisons qui vont vous faire rester dans le groupe. Et lorsque
pour vous, là, il y a vraiment plus de raison et tout. À ce moment-là, vous abandonnez votre personnage actuel, vous en prenez un nouveau. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Et c'est là aussi qu'il y a l'esprit choral. Mais il faut quand même que je parle de la camaraderie, ça va aller assez vite parce que c'était le but. Pour moi, en fait, ce qui va motiver les personnages à rester ensemble la plupart du temps, c'est la camaraderie. Et si votre personnage n'a aucun esprit de camaraderie, que c'est Dark Sasuke, et que l'autre il fait Dark Sasuke, et que l'autre il fait Dark Sasuke, ça va pas marcher. Mais bon, là j'ai l'impression de pas dire un truc très spécifique au bac à sable. Je pense que ça, les mecs qui veulent tous se la jouer solo et tout, ça ne marchera ni en bac à sable en général, ni en campagne normale, ou pas normale, mais en campagne plus aventure classique, quoi, avec un scénar et tout. Mais je pense que voilà, avoir à l'esprit que vous êtes responsable du fait de rester dans le groupe, mais vous avez aussi le choix, je pense, laisser la porte ouverte au joueur à changer de personnage s'il n'a pas envie de trop trahir la manière dont il voit le personnage, mais qu'il veut quand même rester avec le groupe. Son personnage, s'il a besoin de partir à un moment donné, il part. L'autoriser et le garder à l'esprit, je trouve que c'est assez excellent. Et voilà, je trouve que c'est utile au bac à sable. Donc voilà, là on a fait les 3 points sur les joueurs, c'était un peu long. Maintenant je vais vous parler de l'approche quantitative et spatiale. Donc là on parle un peu plus en mode MJ. Moi, je trouve que le bac à sable, ce qui est assez cool, et que je kiffe et qui me fait me dire, peut-être que je reviendrai là-dessus un jour, hein, on évolue toujours, et qui me fait me dire que j'ai plus du tout envie de retourner en arrière à ce niveau-là, c'est le fait que maintenant, la manière de préparer correspond parfaitement à un truc que je kiffe, c'est cette approche quantitative et spatiale. Donc c'est en fait que pour du bac à sable, vous pouvez créer beaucoup de choses sans vous demander de manière, on va dire, sans avoir entre guillemets cette petite injonction en tête ou cette petite voix qui vous dit de faire en fait ce qui va intéresser vos joueurs. Vous arrêtez, enfin pas complètement, on va le voir après, on va pondérer, mais en gros, dans l'absolu, vous n'êtes même plus obligé de discriminer vos idées et de vous demander qu'est-ce qui va intéresser mes joueurs, qu'est-ce que dans la prochaine session je dois préparer pour que les joueurs soient toujours intéressés par mon machin, mon truc. Vous pouvez juste créer plein de trucs. Parce qu'en gros, cette approche quantitative de créer plein de choses, c'est ce qui va vous permettre de créer la verisimilitude du monde. Et j'ai envie de dire que les seules discriminations que vous allez avoir à faire dans vos idées, elles sont assez naturelles. Tout ce que vous trouvez cool, maintenant, vous pouvez le mettre. Vous n'avez plus besoin de le discriminer en vous disant « je dois choisir les trucs qui sont cool pour mes joueurs ». Vous mettez tout ce que vous trouvez cool. Évidemment, vous allez naturellement discriminer les idées que vous trouvez nulles. Vous n'allez pas mettre des trucs que vous trouvez nuls. Vous allez naturellement ne pas créer des trucs que vous trouvez nuls, je pense. C'est très bizarre. Par contre, tout ce que vous trouvez cool, vous allez pouvoir le mettre. Vous n'avez plus besoin de créer des choses en vous disant « il faut absolument que ce que je crée, ce soit le truc qui intéresse mes PJ ». Ou mes joueurs. Parce qu'en fait, le choix de ce qui va intéresser vos PJ et vos joueurs, ça va être le leur maintenant. Moi, c'est vraiment ça, l'énorme différence que je vois en termes de paradigme. Et que je trouve ultra libératrice et qui me permet de créer beaucoup plus de choses. Vous allez vous contenter de balancer toutes les idées que vous trouvez bien dans un cadre de jeu plus ou moins proche des PJ, en fonction de si vous dites cette idée elle est vraiment prête. Ouais, je vais la mettre proche des PJ. Cette idée, elle n'est pas encore vraiment prête, je la mets loin des PJ. Vous allez juste spatialiser vos idées dans le cadre de jeu, et ensuite vous allez voir ce que les PJ vont faire. Et ça, je trouve ça extrêmement libérateur. Donc c'était ça l'approche quantitative, c'est j'ai plus besoin de créer spécifiquement pour mes joueurs, j'ai plus besoin de créer forcément le truc que je trouve étant ma meilleure idée et de m'arrêter à ça. Je peux créer tout ce que j'ai envie de créer, et c'est mes joueurs qui vont discriminer en faisant des choix et choisir ce qu'ils trouvent intéressant dans votre monde et commencer à faire des trucs dedans. Et ça, je trouve ça trop bien. Alors, j'entends des oreilles siffler d'ici. Peut-être qu'il y en a que ça trigger ce côté « Quoi ? Privilégier la quantité sur la qualité ?» J'aimerais remettre ça un petit peu en perspective. Déjà, comme on l'a dit, il n'est pas possible de ne pas discriminer, car a priori, on va forcément préparer des choses qu'on aime. Des trucs que vous aimez pas préparer, vous n'êtes pas obligé de vous mettre à les préparer parce que c'est du bac à sable. Vous n'êtes pas obligé de mettre des trucs que vous n'aimez pas. Par contre, on ne va pas discriminer ce qu'on aime. On va pouvoir enfin creuser toutes ces petites idées auxquelles on avait pensé, toutes les idées du moment qu'on kiffe, lâcher véritablement la bête créative, et la qualité, en fait, la qualité de ce que vous allez produire, ça ne va plus être une question de c'est quoi l'étape suivante pour mon histoire, comment je fais pour que mes PJ mordent à l'hameçon, comment je fais une bonne accroche, parce que j'ai envie que mes PJ absolument s'en saisissent, ou comment je fais pour donner à un de mes PJ ce qu'il veut pour le développement de son personnage, sans lui demander d'ailleurs. Souvent, on essaye de créer les trucs qui vont plaire à un joueur, sans lui demander ce qui lui plaît, pour préserver la surprise.
honnêtement, ça reste une stratégie. Parfois, on a des réussites et peut-être que certains pourront se targuer d'avoir 100% de réussite à ce niveau-là et grand bien leur passe. Mais honnêtement, je trouve ça assez random. Ça l'est de moins en moins si vous jouez souvent avec les mêmes joueurs ou que par exemple vous jouez avec des joueurs qui savent exactement ce que vous proposez comme genre de partie. Donc ils viennent plus ou moins pour avoir ce que vous proposez. Donc a priori vous allez les satisfaire la plupart du temps. Mais moi perso, comme j'ai pas mal changé de joueurs, que je renouvelle pas mal mon pool, que j'essaye souvent des nouvelles campagnes et tout, il y a plein de fois où je me dis je vais créer cette intrigue secrète pour le personnage de machin et en fait ça marche pas du tout. Mais en fait à force, vraiment moi que ma créativité en fait soit impactée par cette sorte de charge mentale de me dire il faut absolument que je crée un truc qui va plaire à mes joueurs, j'en peux plus en fait, c'est trop énervant, ça limite trop nos idées. Donc moi ce que je kiffe, c'est passer en mode world builder, et donc j'ai un peu mélangé mes points, attendez je regarde vite fait, ouais c'est ça, c'est mon 6e point, c'est que pour moi le bac à sable c'est le rêve du world builder. Je me lâche sur les idées, je peux créer des mini-histoires, comme un peu des nouvelles, des mythes, des rumeurs excitantes, me concentrer, là je sais pas pourquoi, sur une famille spécifique, la famille de l'aubergiste de ce village. Je peux à un moment donné me dire tiens, est-ce que j'inventerais pas un petit lieu caché? Ou alors je me dis ah j'ai envie de créer un petit écosystème à un endroit ou une culture ou une guilde où aujourd'hui j'ai une trop bonne idée d'objet magique. Ou alors me dire ah et si finalement cette attaque de gobelins un peu random de la dernière fois c'était pas un grand méchant qui tirait les ficelles quelque part et les PJ peut-être un jour ils le découvriront mais ce sera dans longtemps et peu importe. En fait je peux tout créer, je m'en fous, je crée, et je remplis le monde d'idées. Ensuite, je laisse complètement les joueurs voir ce qu'ils vont faire là-dedans. Et en fait, c'est juste génial. Je sais pas comment mieux vous partager ça. Vous allez vraiment créer pour le plaisir de créer un monde. Et donc, si c'est ça un truc qui vous excite, le bac à sable, je trouve que c'est parfait. Et voir des gens en fait qui choisissent volontairement d'aller vers certaines de vos créations, et c'est encore plus excitant. Parce que quand moi je préparais des scénarios, je savais que mes joueurs, en fait, ils mordaient à l'hameçon du scénario, plus ou moins, parce qu'il y avait un parti pris qui était celui d'avoir un scénario, en fait. Mes joueurs, ils mordaient pas à l'hameçon ou à l'intrigue que je leur donnais, nécessairement parce qu'ils trouvaient qu'elle était super excitante. Ils mordaient en se disant peut-être « Ah, il leur a préparé des trucs après qui vont être excitants. » Et peut-être que ce moment n'arrive jamais, en fait. Des fois, il y a des joueurs, ils démarrent une campagne avec vous, ils se disent « Oh, bah c'est parti, j'ai jamais joué avec ce MJ. » Ils proposent un nouveau truc et en fait, ils sont pas satisfaits. Et en fait, vous arrêtez pas, entre guillemets, d'essayer de faire un truc à la carte pour des gens que vous connaissez pas forcément bien. Bon, je suis en train de reboucler avec ce que je disais avant. Ce que je veux dire, c'est que l'excitation est tellement supérieure, je trouve, quand vous avez juste préparé des trucs sans essayer de servir spécifiquement quelqu'un et que vous vous rendez compte que ce truc plaît. Et je ferai un parallèle avec la chaîne YouTube. Vous voyez, sur cette chaîne YouTube, de plus en plus, je fais vraiment que ce que j'aime. Et le fait de voir qu'il y a des gens qui kiffent ça, c'est beaucoup plus satisfaisant que si j'avais essayé de créer des trucs qui doivent plaire aux gens, par exemple en suivant des tendances ou en copiant les formats qui marchent ou en faisant X ou Y, et que derrière, certes, peut-être ça marche et il y a des gens qui me disent « Ah, c'est trop bien et tout », mais en fait, j'ai pas fait ce que je voulais vraiment. C'est un peu la même chose avec le bac à sable. Quand je crée une histoire pour satisfaire le background qu'un autre joueur a proposé, ou quand je crée une histoire ou que je propose un scénario du commerce, ou que, voilà, en fait, j'essaye de répondre aux attentes des joueurs, ça peut m'amener à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Et honnêtement, en tant que MJ, j'ai pas du tout envie de faire ce que j'ai pas envie de faire. Alors, attention à ne pas mal interpréter ce que je dis. Évidemment, et vous l'avez vu si vous suivez la salle aux marches, je discute énormément avec les PJ et je pondère, etc. à droite à gauche. Mais le parti pris de base, en fait, c'est que maintenant, je suis complètement libre de juste créer mon monde et voir ce qui intéresse les joueurs. Et quand il y a un truc qui les intéresse, je suis en mode « Ah, c'est trop cool qu'ils s'intéressent à ce petit bout de monde que j'ai créé. Je suis trop content, en fait. » Et bien sûr, et on l'abordera pas dans les grandes largeurs dans cette vidéo, il s'agit pas pour moi seulement de créer un monde comme on le ferait pour un truc encyclopédique ou créer une encyclopédie pour qu'ensuite on se repose dessus pour écrire un livre, etc. Ça demande une sorte de world building un peu particulier, un world building de setting de jeu. Et donc je pense qu'il y a des techniques, des manières d'approcher le truc et tout, pour que ce soit interactif et tout. Il s'agit pas ici d'écrire
un bouquin de Tolkien qui raconte une chronologie de 300 ans sur le monde. Hein. C'est pas ce genre de world building là qu'on parle. C'est du world building adapté au jeu. Et d'ailleurs, tout ce que vous allez créer, en fait, vous allez le faire vivre et peut-être le faire évoluer entre les séances. Il y a des trucs qui sont pas figés dans le marbre. Donc c'est pas un pur exercice de world building pour créer un monde complet et avoir un rendu final. L'activité quotidienne que vous avez entre les séances, en fait, elle est de moins en moins de prévoir le truc que les PJ ont envie de faire, mais juste de prévoir le monde autour d'eux tout le temps, et des fois des trucs qui sont hyper loin, et ensuite de laisser les joueurs faire des trucs dedans sans avoir d'attente vis-à-vis de ce qu'ils doivent faire, et sans vouloir satisfaire des attentes spécifiques venues du background des personnages ou d'un scénario qu'on a promis ou que sais-je encore. J'espère que vous me suivez toujours, parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus confus plus on avance, mais voilà, il faut que ça sorte, tout ça, j'ai envie de vous dire. Donc là, on arrive au concept, si je me trompe pas, numéro 7. C'est à chaque fois, à nouveau, un truc un peu plus technique, là encore. On va de plus en plus dans la technique. C'est la connexion a priori, a posteriori. Parce que peut-être qu'un truc qui peut vous inquiéter aussi quand vous entendez bac à sable et tout, c'est de vous dire qu'en fait, le bac à sable, ça va ne mener à rien d'intéressant. Sachez que c'est une illusion totale. On entend beaucoup dans d'autres pratiques du jeu de rôle qu'encore une fois, je ne veux pas mettre en concurrence avec le bac à sable. Mon but, c'est pas de dire, dans l'absolu, le bac à sable, c'est mieux. Moi, je trouve ça mieux, c'est tout. Je pense que c'est une illusion totale de se dire que dans le bac à sable, il va se passer rien d'intéressant. En fait, la situation dans laquelle il se passerait rien d'intéressant et les joueurs, en fait, se diraient, bah, ce monde, il se passe rien dedans, on peut rien faire, c'est nul, nous, on voulait une histoire, ou je sais pas quoi. Ce serait la situation dans laquelle tout ce que vous avez créé dans le monde est inintéressant. Mais comme on l'a dit, comme vous avez une approche assez quantitative, qualitative, où vous créez tout ce que vous trouvez cool et vous le mettez dans le monde, honnêtement, c'est plus qu'improbable que toutes les idées que vous ayez eues, les joueurs trouvent ça nul. Enfin, j'espère. Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que les joueurs trouvent un truc intéressant dans votre monde que de chances que des joueurs s'intéressent à une accroche unique que vous auriez créée. Si, par exemple, votre préparation consiste à créer un scénario, qu'au début, il y a une accroche, ensuite il y a des développements et une fin, etc. Si dès l'accroche, les joueurs sont pas convaincus, en gros, tout ce que vous avez créé ensuite et qui dépendait du fait que les joueurs mordent l'accroche est quand même beaucoup plus compromis. Vous voyez, il y a beaucoup plus de risques qu'avec une seule accroche vous vous plantiez qu'avec un monde rempli d'accroches. Non ? Je sais pas si ça a du sens ce que je raconte, mais c'est la sensation que j'ai. Des fois, début de campagne, il y a des joueurs qui disent je sais pas, pour l'instant je suis pas encore dedans, je vois pas trop où nous mène ce scénario, je vois pas trop ce que mon personnage fait là, on va voir par la suite, nanana. Donc ils sont pas hyper satisfaits de l'accroche que vous avez créée ou des premiers événements que, entre guillemets, vous leur avez imposés pour ce début de campagne et tout. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais quand vous dites à vos joueurs, vous êtes ici, qu'est-ce que vous faites ? Qu'ils vont parler à un mec et boum, ce mec il a une accroche. Ils vont parler à un autre mec, boum, cet autre personnage a une accroche. Ils vont dans un bâtiment, boum, il y a un truc mystérieux dedans. Il y a bien un moment où il y a un de ces trucs, ils vont le trouver stylé. Et en fait, le problème de vos personnages, ce sera plus de savoir est-ce que j'aime bien ou pas l'histoire et la manière dont ça se déroule, c'est mais comment on va choisir ce qu'on va faire. Il y a l'air d'avoir tellement de trucs à faire. Et là, ça crée une dynamique aussi complètement différente où c'est vos joueurs qui vont devoir discriminer les idées, qui vont faire une discrimination parmi tous les trucs que vous leur proposez et devoir choisir, ah c'est ça notre objectif actuel, c'est ça ce qui est urgent qu'on traite, etc. Et du coup, ça c'est le moment où ils chopent aussi beaucoup d'agentivité, hein, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Néanmoins, on peut quand même se demander, au-delà du fait de se demander est-ce que dans un bac à sable, finalement, c'est pas inintéressant, on peut aussi se demander est-ce que ça nous mène quelque part le bac à sable ? À quel rythme, etc. Alors déjà, j'ai envie de dire que effectivement, dans le bac à sable, peut-être qu'on aura moins. Ça, c'est peut-être un truc qu'on pourrait perdre, mais honnêtement, je pense que c'est pas le plus grave. On aura peut-être moins un sentiment de temps vers la fin de cette campagne, parce qu'en fait, il y a moins de fin gravée dans le marbre. Donc honnêtement, à un moment donné, je pense que naturellement dans la campagne, on va ressentir qu'on approche d'une fin. Par contre, la progression vers cette fin va vachement dépendre en fait de ce que les joueurs estiment que doit être la fin de leur personnage en fait. C'est eux qui vont aussi déterminer entre guillemets leur fin dans ce bac à sable. À moins que vous ayez un bac à sable apocalyptique, ça c'est une possibilité qu'en fait il y a un chrono et il y a la fin du monde ou un truc comme ça, ça peut être une approche. Mais bref, donc est-ce que ça nous mène quelque part si finalement il n'y a pas un objectif final ? Je pense que oui. C'est le rythme qui va changer. Et pour ça, je renverrai encore une fois à Game of Thrones. En fait, dans Game of Thrones, il faut se rappeler que Game of Thrones, le rythme est extrêmement lent. C'est un peu une aberration que cette série en soi ait autant de succès.
Alors c'est peut-être qu'elle est arrivée au bon moment et que justement les gens ils en avaient marre des trucs qui vont vite, ultra rythmés. Mais Game of Thrones, par rapport à beaucoup de séries et de formats qu'on nous propose aujourd'hui, c'est lent. Alors il y a quand même des petits cliffhangers, il y a quand même des pics émotionnels, etc. qui nous tiennent en haleine. Mais c'est lent et on sait pas toujours où ça va, on sait pas toujours qui sont les gentils et les méchants, c'est quoi l'histoire vraiment. Et pour autant, c'est un phénomène mondial. Et si on prend du recul sur le côté film de Game of Thrones, qui était juste là à titre comparatif pour dire que voilà, une intrigue organique et lente peut être intéressante, je pense vraiment que même si les joueurs mettent plus de temps à prendre des décisions dans le bac à sable, parce que du coup ils ont beaucoup plus d'options, le fait qu'ils sachent que chacune de ces décisions compte vraiment et qu'ils ne mettent pas trop en difficulté le MJ et qu'en fait il n'y ait pas d'attendu et de direction particulière à suivre, bah, en fait ça les libère vraiment. Et ça rend du coup ces passages de prise de décision qui vont être plus fréquents, je pense, et avec beaucoup plus de facteurs à prendre en compte et de besoin de prioriser, beaucoup plus intéressants au final, vous voyez. Quand vous êtes dans un donjon un peu plus linéaire, classique et tout, et que vos joueurs s'arrêtent devant la porte pour savoir on l'ouvre pas, on fait comment et tout, et que vous, en tant que MJ, vous dites bon, les gars, ouvrez la porte, c'est la suite du scénario, allez, on avance. Ces moments-là, ils sont chiants parce qu'en fait, on s'arrête sur des prises de décision qui ne vont pas avoir d'impact dans certains scénarios. Notamment dans les scénarios où plus la fin est prédéterminée, en fait, plus les moments où les joueurs doivent prendre des décisions, bah ça n'a pas de sens à leur niveau, mais peut-être qu'ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont dans l'illusion qu'ils ont des choix. Et plus c'est chiant même pour le MJ, hein. Honnêtement, moi, dans des scénarios plus linéaires que j'ai pu faire, les moments où les PJ s'arrêtent, ils font alors, qu'est-ce qu'on fait? Et je suis en mode, les gars, j'ai déjà prévu des moyens de vous ramener sur les rails plus tard. Cette conversation n'a aucun sens. Je vous laisse encore discuter un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire? Là, ça devient beaucoup plus intéressant, les moments où les PJ se demandent ce qu'ils vont faire par la suite, parce que c'est littéralement la direction que va prendre la campagne à chaque fois. Et donc, même si c'est plus lent en termes de gameplay, et qu'on a moins l'impression voilà, qu'on est dans une histoire qui avance avec des rebondissements, et on y va, en fait, c'est autrement plus intéressant parce que c'est plus interactif. Et puis, en tant que MJ, moi, je me pose aussi beaucoup plus de questions, donc je suis beaucoup plus actif finalement dans ma tête, pas avec les joueurs nécessairement, mais au moment où ils sont en train de prendre ces décisions, parce que je suis en train de me dire, ok, ouh, ça, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils fassent ça, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ouh là, ils partent dans une région que j'avais pas du tout prévue, excitation. La semaine prochaine, il faut que je prévoie un peu plus de ce côté-là. Ah, je vais pouvoir amener ces 2-3 idées que j'avais notées quelque part et que je trouve cool, elles vont peut-être pouvoir être dans cette région-là. Et hop, je pars sur du world building dans ma tête en pleine partie. Et je trouve ça trop excitant. Et je pense que ça nous mène quelque part, notamment pour ce qui va être de connecter, donc, comme je le disais, on y vient. Ça va nous mener quelque part parce que dans notre méthode de world building, on va utiliser de la connexion a priori et a posteriori. C'est-à-dire qu'on ait quand même l'impression d'avancer et qu'il y ait une cohérence, il faut que notre bac à sable, ce soit pas juste toutes les idées du MJ mises pêle-mêle et déconnectées. Quand je disais on crée, on les connecte aussi, quoi. On les connecte. Ça fait partie du jeu. Et c'est ça qui va faire que le bac à sable va être satisfaisant. Si juste toutes les semaines j'ai une idée de monstre et hop, je le mets au pif, on aura peut-être, alors ça va peut-être créer un truc rigolo et on va quand même s'amuser, mais on aura peut-être moins une impression de cohérence. Et pour qu'on ait une impression de cohérence, voilà, faut plus de connexion, je pense. Et ça va être un des autres tafs à faire, mais qui est assez amusant, hein. C'est qu'on va, pour chacune de nos idées, on va la décliner en plein d'éléments. Si par exemple j'ai un grand méchant, on va la décliner des milliards d'indices qui peuvent mener à ce grand méchant. Des gens qui ont une histoire, genre ils se sont fait attaquer par les hommes de ce grand méchant. On va dans une autre ville plus loin, des gens qui se sont fait voler un truc par un des lieutenants de ce grand méchant. Et nos joueurs, on les oblige pas à aller vers ce grand méchant. Mais on met à plein d'endroits, on parsème partout dans le monde des trucs qui sont liés à ce grand méchant. Et en fait, on va avoir comme ça des sortes de nodes. On va avoir des nodes plus importantes. Par exemple, des gros conflits. On peut en mettre, je sais pas, vous pouvez commencer votre campagne avec 4-5 gros conflits. C'est pas la fin de l'histoire. C'est des gros conflits qui peuvent évoluer dans plein de directions. Vous savez pas encore. Et en fait, ces gros conflits ou ces gros mystères ou ces gros personnages importants qui sont en général les premiers auxquels vous avez pensé, qui sont un peu des entités puissantes ou j'en sais rien, ça dépend du genre d'histoire que vous racontez, bah ces trucs-là, on va relier plein de choses avec des couches et des couches et des couches. Dans une campagne bac à sable, mais qui a un peu plus une direction, une fin prévue, on aurait genre un point vers lequel convergeraient plein d'autres points. Là, en fait, dans du bac à sable plus bac à sable selon moi, on mettrait plusieurs gros points avec plein d'autres points qui convergent vers eux. On crée plus de pôles différents et qui, en plus, ces pôles sont liés entre eux et à tout moment, on peut en venir en ajouter des nouveaux et de manière infinie parce qu'en fait, on nourrit un monde, on ne nourrit pas une histoire. On n'a pas besoin de couper des branches
pour ramener les joueurs vers la fin à peu près qu'on estime nécessaire. On n'a pas besoin de fermer des portes. On laisse la possibilité aux joueurs de fermer eux-mêmes leurs propres portes, de choisir les portes qu'ils ont envie d'emprunter. C'est le choix de l'objectif. Et du coup, c'est ça la connexion a priori, a posteriori, c'est-à-dire qu'a priori, on va créer ces sortes de nodes, ces sortes de points de gravité vers lesquels d'autres points convergent, des indices, des personnages et tout. Mais aussi a posteriori, en fait, parce que nos joueurs, ils vont couper des branches et tout, ils vont faire des choix. Ils vont peut-être aussi découvrir des trucs ou s'intéresser à des trucs qu'on avait moins développés, qu'on avait moins reliés à d'autres, et donc a posteriori, on va refaire des liens, etc., etc. Un bon point de départ, je pense, c'est de s'inspirer de la méthode des 3 indices qu'on retrouve souvent dans les enquêtes, mais pour tout, en fait. C'est-à-dire que c'est pas 3 indices d'enquête, c'est 3 points intéressants par personnage. Genre, par exemple, vous créez un aubergiste, et ben vous dites vous cherchez 3 trucs par rapport à cet aubergiste. Par exemple, en secret, il a un secret, tout simplement, mais il est aussi lié à un autre PNJ du village, et il a dans son auberge un objet qu'il trouve joli, et qui s'avère en fait être un artefact qui pourrait servir dans une autre histoire. Soit qui existe déjà, cette autre histoire, soit c'est une nouvelle porte que vous ouvrez. Et si à chaque truc que vous mettez, vous arrêtez pas à juste l'idée de base, mais que vous mettez genre 2-3 bullet points en dessous, c'est largement suffisant, et au fur et à mesure, tout va se connecter. Et un truc aussi que je veux dire, c'est que comme ça paraît hyper compliqué, et on verra dans les ateliers JDR que ça ne l'est pas tant que ça, c'est que vous n'êtes pas obligé, du coup, aussi non plus, vu que vous vous contentez de créer un monde et pas d'essayer de tout faire converger vers pour qu'une histoire avec une fin en tête, etc., soit racontée, vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément une mind map incroyable, etc. Il suffit que vous sachiez au début de la séance où sont vos PJ, regardez où est-ce qu'ils sont actuellement et quels sont les endroits à proximité, et vous retournez voir ce qui s'y trouve, et à la limite vous le changez un petit peu s'il y a un truc qui vous plaît plus parce que ça fait longtemps que vous l'avez créé, etc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la visualisation, on va dire, en mind map, en points reliés. C'était pour accentuer le fait qu'on va essayer de créer des liens entre les choses pour qu'il y ait de la cohérence. Mais je pense pas que ce soit forcément la meilleure représentation, la plus claire pour vous. Je pense que vous pouvez juste créer les éléments, faire l'effort à chaque fois de vous dire à quoi d'autre ça peut être relié. Et ensuite, vous pourriez complètement oublier un élément que vous avez créé. Et le jour où vos joueurs, peut-être, ils vont s'intéresser à cet élément parce que vous aurez spatialisé cet élément et qu'ils vont arriver à l'endroit où se trouve cet élément, vous allez retourner le voir, peut-être le mettre à jour, ou vous dire « Ah, c'est trop cool parce que c'est en lien avec un truc qu'ils ont vu il y a longtemps et que j'avais oublié, ça va leur rappeler. » Et hop, vous le mettez dans votre fiche de session, dans les points un peu importants du lieu vers lequel se rendent les joueurs à le moment venu, et hop, vous avancez. Dernier point que j'avais envie de dire, c'est que du coup, les accroches, ça sert à rien. Les PNJ importants, on n'en fait plus. Les événements scriptés que je faisais avant, j'en fais plus. Il n'y a plus de quête principale. Tout ce que j'ai appris de mes autres manières de faire, ça ne sert à rien. C'est pas bien. Non, je n'ai jamais dit ça. Et ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir m'en servir. En fait, tous les trucs que j'ai essayé de partager, c'est ma vision du truc. C'est une invitation. C'est pour essayer de vous montrer que c'est pas compliqué, que c'est vraiment une expérience à essayer, en fait, je trouve. Et tous ces trucs que vous allez trouver dans les scénarios du commerce ou dans vos campagnes un peu plus centrées sur un groupe de personnages avec un objectif très précis, des motivations très précises, et on sort pas de ce cadre-là. Vous pouvez vous en servir, en fait, il n'y a pas d'absolu. C'est plus que j'essaie de vous montrer ici un équilibre que je trouve assez différent, une philosophie différente. Bien sûr que je peux toujours décider qu'un événement aura lieu à un moment de mon choix en tant que MJ. Bien sûr que je peux décider qu'il y a un PNJ qui sera plus important et qui reviendra plus fréquemment, que les joueurs le veuillent ou non, parce que je trouve que c'est important pour la campagne, à moins qu'il ne tue ce personnage. Bien sûr que je peux faire surgir le passé d'un joueur, m'appuyer sur son background à un moment pour créer un truc, et que je suis pas obligé de juste créer un monde neutre. À des moments, je peux avoir mes propres inputs. La différence, pour moi, elle est dans l'équilibre, la proportion. Chaque fois qu'en fait, vous utilisez vos inputs en pleine partie, ça change un peu le feeling. C'est ça, je pense qu'il faut quand même prendre en considération. Mais des fois, c'est de bon effet, en fait, tout simplement. Et il n'y a pas de souci. En fait, vous faites ce que vous voulez chez vous. Il n'y a personne qui va vous juger. Ce que je veux surtout pas que cette vidéo provoque comme effet chez vous, c'est que vous voyez le bac à sable comme une nouvelle contrainte avec des codes forcément à respecter et tout. Moi, je vous donne une méthode, une approche, des choses à essayer. Et le principal objectif pour moi, c'est au contraire de vous partager le fait que pour moi, ça libère la créativité, surtout si vous êtes quelqu'un qui aime bien faire du world building, ça libère
ça vous libère des contraintes de la dramaturgie psychologique classique, du fait de devoir faire forcément les trucs qui plaisent à vos joueurs. Laissez-les choisir parmi tout ce que vous allez créer, ce qu'ils trouvent cool, et vous allez voir qu'organiquement, ça va créer quelque chose. Et si vous voulez que ça fonctionne, je pense qu'il y a certains autres outils dont vous pouvez toujours vous servir, dont il faut s'en servir un petit peu moins. Par exemple, l'urgence permanente. Moi, je crée beaucoup des mini-campagnes avec beaucoup d'urgence. Et en fait, quand on fait ça, les joueurs, ils ont moins de choix. Alors, dans l'absolu, ils ont toujours le choix de faire ce qu'ils veulent. En fait, je les empêche pas de faire des trucs. Mais ils ont tellement de problèmes là, à résoudre rapidement que ça limite quand même leur manière d'explorer l'univers, etc. Pareil, plus je contrôle l'aléa des dés, par exemple, plus je joue à un jeu où c'est moi qui décide quand on jette les dés, et où je considère que moi, en tant que MJ, il y a un enjeu, plus je dirige la narration dans mon sens, et dans une narration spécifique. Plus je sauve les PJ des conséquences de leur choix, plus j'induis que les risques qu'ils prennent ne sont pas réels. Mais voilà, je peux parfois, même dans le cadre de mon bac à sable actuellement, et dans la Shadow March, on a des exemples. Il y a des PNJ que j'ai mis sur la route des PJ, c'est pas eux qui sont allés à la rencontre de ces PNJ. Et il y a par exemple l'attaque du dragon. J'avais mis une horloge, l'attaque du dragon, c'était pas le dragon attaquera tel endroit à la fin de l'horloge, c'est le dragon attaquera l'endroit où les PJ se trouvent, ce qui en soi est en partie un procédé narratif pour le coup, parce que je veux qu'ils voient le dragon et qu'ils expérimentent la puissance du dragon sous leurs yeux. Si le dragon avait attaqué une ville à 100 km, en fait dans la campagne il se serait rien passé, donc ça aurait pas été intéressant comme horloge, je pense. Ça aurait été un peu le truc de qui entend l'arbre tomber, je sais pas quoi, je trouve plus l'expression. On n'entend pas l'arbre qui tombe tout seul au fond de la forêt ou je sais plus quoi. Donc je peux avoir ces procédés-là, mais en fait je vais les utiliser le moins possible. C'est ce que j'essaie de faire. Parce que chaque fois que je vais m'en servir, je vais en fait ça risque de remettre mes PJ dans le mood. Le MJ a prévu ce qu'on devait faire, etc., etc., et de plus en plus les décourager à prendre leurs décisions. Moins je m'en sers, plus j'en récolte les fruits. Honnêtement, je peux vous le dire, je le ressens vraiment. Et ce que je trouve cool, c'est qu'avant, parce qu'en fait, ici, c'est pas une question, on n'est pas dans une question un peu de empowerment des joueurs dans le sens qu'on pouvait avoir par exemple avec la narration partagée. Ici, moi, ce que je kiffe, c'est que je garde à 100% le côté le monde préexiste, je crée des choses et je suis content de créer des choses. Je suis pas juste un facilitateur où j'écoute les idées des PJ et on est sur de la narration collaborative où ils inventent des bouts d'univers et tout. Moi, je suis moins fan de ça, honnêtement. Et pendant un moment, je me disais, c'est peut-être ça le seul moyen en réalité de vraiment permettre aux PJ de faire ce qu'ils veulent, etc. Peut-être qu'on est obligé d'en passer par là. En fait, non. En fait, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que mes joueurs, ils ont le pouvoir quasiment absolu sur l'histoire et sur ce qui se passe et sur qu'est-ce qu'ils vont faire et tout, pondéré par les dés et les règles, et qu'en fait, moi, j'ai juste à créer des mondes et ça, j'adore. Donc vraiment, ça, c'est un kiff. Et voilà. Ce que je voulais dire, c'est que pendant la partie, j'ai l'impression d'être beaucoup plus dans le flow avec eux, plutôt qu'essayer de les orienter, et ça, c'est juste un régal. Et aussi, voilà, vous aurez sûrement des ajustements à faire, des préférences personnelles. Peut-être que vous n'irez pas aussi loin, ou alors que vous irez encore plus loin dans le bac à sable, ou faites ce que vous voulez honnêtement. Je veux juste vous inviter à tester. Si vous aviez peur de faire ça, que vous disiez que c'était impossible, dans cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer que déjà, ça avait un intérêt, que c'était possible, en se posant les bonnes questions, quoi. Et pour moi, à titre perso, et j'ai pas envie de le répercuter sur d'autres, je trouve qu'il y a vraiment un truc de désapprendre certaines choses que je faisais depuis quelques années, que j'avais un peu renforcé. Genre vraiment, chaque début de campagne, j'exigeais un background. Et j'essayais ensuite, avec ce background, de créer, moi, tout seul dans mon coin, l'histoire qui va être trop stylée pour le background du mec ou de la meuf, pour que le jour où elle arrive, elle se dise oh, il a trop utilisé mon background pour créer l'histoire et tout, c'est trop stylé. Et des fois ça marchait, et des fois ça marchait pas. Et en fait, c'est même pas la question de est-ce que ça marchait ou est-ce que ça marchait pas. C'est qu'en fait, j'aimais pas faire ça du tout. J'aimais pas du tout faire ça. Parce que après, je me sentais obligé de défendre ce déroulement et de défendre ce truc. Et j'exigeais des joueurs qu'ils respectent leur personnage pour rester dans... Ils m'ont donné un background, j'ai bossé comme un fou avec derrière, et du coup j'ai des exigences envers eux, et à partir du moment où ils commençaient à vraiment expérimenter, à s'emparer de leur personnage, à vouloir faire des trucs et tout, ça m'énervait, j'avais l'impression d'avoir gâché mon temps. Alors que là, j'ai l'impression que tout ce que je crée, alors ça sert pas nécessairement, parce qu'à des moments, il y a les joueurs, ils y vont pas, en fait, je pourrais vraiment le réutiliser. Créer des bouts d'histoire, je peux pas le réutiliser. Une histoire, elle a besoin des autres morceaux, des événements qui nous amènent à ce bout d'histoire, et de sa suite pour être logique. Et donc créer des successions d'événements, je pouvais pas réfléchir en succession d'événements, je pouvais pas le réutiliser, c'était du temps perdu dès lors que mes joueurs faisaient un choix différent, j'avais perdu tout un pan scénaristique auquel j'avais pensé. Et donc je me disais que ça servait à rien. Alors que là, créer le monde,
honnêtement, c'est que des mini morceaux modulaires de trucs que je peux utiliser complètement et je kiffe. C'est trop trop bien. Donc voilà, je vous invite vraiment à expérimenter tout ça. Et j'espère que vous trouverez votre manière de faire du bac à sable. Et puis je reviendrai avec des ateliers peut-être sur des trucs plus spécifiques, des outils et tout bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était Hugo. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. N'hésitez pas à venir sur Tipeee pour soutenir si vous appréciez tout ce qui se fait en ce moment. Et à venir voir la Shadow March si vous voulez mieux comprendre voilà, comment j'essaye de le mettre en place. J'essaye par l'exemplarité via des récaps en fait, de vous montrer un peu ce que je prépare, les retours des joueurs et tout. Donc ça illustre très bien, je pense, ce qui se raconte dans cette vidéo. Voilà, merci de m'avoir écouté encore une fois. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Et je m'en vais préparer du jeu de rôle.